Voici le livre Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler alors qu'il était en prison en 1925. Dans ce livre, Hitler expose ses vues sur l'Allemagne et ce qu'il appelle la race aryenne. Curieusement, une phrase souvent associée à ce livre est « Hitler est votre Dieu » et Nietzsche est son prophète. Cependant, il est intriguant de constater que, dans aucune des pages, le nom de Friedrich Nietzsche n'est mentionné. Comment Nietzsche a-t-il été associé à Mein Kampf et au nazisme, alors qu'Hitler ne l'a jamais cité comme source d'inspiration ? Aucun document ne prouve qu'Hitler ait lu Nietzsche. Alors comment un philosophe qui n'a jamais soutenu l'antisémitisme a-t-il pu être lié à un régime prônant la suprématie raciale ? Et comment ces idées ont-elles été déformées et manipulées par l'un des gouvernements les plus dangereux de l'histoire ? Dans cette vidéo, je souhaite explorer les raisons de cette association controversée et proposer une analyse approfondie pour comprendre comment l'un des philosophes les plus complexes et influents de l'histoire a été mal compris, tout en dévoilant les secrets cachés d'une connexion qui n'aurait jamais dû exister. Mein Kampf, publié par Adolf Hitler en 1925, est un manifeste qui détaille ses vues politiques et idéologiques, y compris sa croyance en la supériorité de la race aryenne. Curieusement, bien que ce livre soit devenu la Bible du nazisme, il ne fait aucune mention directe de Friedrich Nietzsche, ce qui soulève des questions sur la manière dont ces idées ont été associées au mouvement nazi. Il est intéressant de noter que dans la bibliothèque personnelle de Hitler, on ne trouvait aucune œuvre de Nietzsche, ce qui laisse penser que le philosophe n'a pas eu d'influence directe sur lui. Lorsqu'un cinéaste allemand l'a interrogé sur son intérêt pour Nietzsche, Hitler aurait répondu que le philosophe n'était pas son guide. Alors, comment expliquer la fameuse citation Hitler est votre Dieu et Nietzsche est son prophète ? La réponse réside peut-être dans la façon dont les idées de Nietzsche ont été interprétées et promues par d'autres figures au sein du mouvement nazi. La propagande nazie cherchait souvent à légitimer ses croyances raciales et politiques en s'appuyant sur l'autorité de figures intellectuelles respectées. Nietzsche, avec ses critiques du christianisme et sa philosophie du Übermensch, surhomme, offrait un terrain fertile pour des distorsions idéologiques. Par exemple, le concept de Übermensch a été déformé pour justifier l'idée d'une race supérieure, alors que Nietzsche parlait en réalité de dépassement personnel et non de supériorité raciale. L'absence de lecture directe de Nietzsche par Hitler a été compensée par le travail des propagandistes nazis, qui ont réinterprété ses idées pour les aligner sur l'agenda nazi. Cette manipulation n'a pas été un cas isolé. D'autres penseurs, comme le naturaliste Charles Darwin, ont vu leurs idées détournées pour servir les objectifs nazis. Dans le cas de Nietzsche, l'association avec le nazisme a été facilitée par l'action de sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, qui a joué un rôle central dans la diffusion d'une version altérée des idées du philosophe. Elisabeth Förster-Nietzsche a été une figure clé dans la préservation, mais aussi la manipulation, des œuvres de son frère après sa mort. Née en 1846, Elisabeth a entretenu une relation proche avec Friedrich Nietzsche, bien que leurs opinions politiques soient radicalement différentes. Alors que Nietzsche était connu pour ses critiques du nationalisme et de l'antisémitisme, Elisabeth devint une fervente défenseur de ces idéologies. Après la mort de Nietzsche en 1900, Elisabeth a pris le contrôle total de son héritage littéraire, en établissant les archives Nietzsche. Elle s'est chargée de cataloguer les écrits de son frère, mais son influence allait bien au-delà d'un simple travail de conservation. Elisabeth a manipulé et réécrit certaines parties des œuvres de Nietzsche pour aligner ses idées sur ses propres convictions nationalistes et antisémites. Un exemple notable de cette manipulation est le livre La volonté de puissance, Der Wille zur Macht. Friedrich Nietzsche avait laissé des brouillons et des fragments d'idées qui n'ont jamais été pleinement développés en une œuvre définitive. Elisabeth, voyant une occasion de promouvoir ses croyances, a rassemblé ces fragments et les a publiés comme s'il s'agissait d'un travail complet, intitulé « La volonté de puissance ». Pour illustrer, c'est comme si quelqu'un prenait des esquisses et des notes personnelles d'un auteur célèbre et les publiait comme un manifeste cohérent, changeant ainsi complètement le sens des idées originales. Ce livre a ensuite été utilisé par les nazis pour justifier leur quête de pouvoir et leur expansion territoriale, déformant complètement le sens initial des pensées de Nietzsche.
Elisabeth a également joué un rôle significatif dans le rapprochement de Nietzsche avec le mouvement nazi. Elle avait des contacts étroits avec des figures de premier plan du régime, y compris Adolf Hitler, qui lui rendit personnellement visite et lui exprima son admiration. Lors d'une cérémonie à Weimar, Hitler offrit même à Elisabeth un bouquet de fleurs, symbolisant une sorte d'alliance entre les idées déformées de Nietzsche et le nazisme. L'influence d'Elisabeth ne s'est pas limitée à la manipulation des textes. Elle a activement promu une image publique de Nietzsche qui s'alignait sur les idéaux nazis. Elisabeth a vécu jusqu'en 1935 et pendant toutes ces années, elle n'a cessé de positionner Nietzsche comme un précurseur intellectuel du nazisme, ce qu'il n'a jamais été. Friedrich Nietzsche est largement reconnu comme l'un des philosophes les plus influents et, en même temps, les plus mal compris de l'histoire. Ses idées, complexes et souvent exprimées sous forme de métaphores, ont ouvert la voie à de nombreuses interprétations erronées. L'une des plus connues et des plus déformées est le concept du Übermensch, ou surhomme, qui apparaît dans l'œuvre Ainsi parlait Zarathustra. Pour Nietzsche, le Übermensch représentait un idéal philosophique de dépassement personnel. Il croyait que l'être humain pouvait transcender les limitations imposées par la moralité traditionnelle et les conventions sociales, en créant ses propres valeurs. Cette idée était une remise en cause directe des dogmes religieux et sociaux de son époque, encourageant une quête de l'autodépassement et de la création d'un nouvel être humain, libre des chaînes de la tradition. Cependant, les nazis ont détourné cette philosophie pour promouvoir l'idée d'une race supérieure. Ils ont interprété le Übermensch comme une justification de la suprématie aryenne, prétendant que les Allemands étaient destinés à être les surhommes de Nietzsche, au-dessus de toutes les autres races. Cette déformation grotesque a transformé une philosophie d'autodéveloppement en une idéologie de haine raciale. Une autre idée souvent mal interprétée est la critique de Nietzsche envers le christianisme, notamment dans son livre « L'Antéchrist ». Nietzsche voyait le christianisme comme une morale d'esclave, qui exaltait la faiblesse et la soumission. Il pensait que cette religion empêchait le développement du potentiel humain. Les nazis ont utilisé cette critique comme justification pour rejeter les valeurs judéo-chrétiennes et promouvoir leurs propres idéologies païennes et antisémites. Cependant, il est important de noter que Nietzsche ne prônait pas la haine contre les juifs ou tout autre groupe. Sa critique était philosophique et culturelle, pas raciale. Il est presque ironique qu'un homme qui critiquait la pensée de masse et encourageait le développement individuel ait été utilisé pour justifier un régime valorisant l'uniformité et l'obéissance aveugle. Nietzsche, qui détestait la médiocrité collective, aurait certainement été horrifié de voir ces mots servir à propager l'idée d'une race pure. Les manipulations des idées de Friedrich Nietzsche ont eu de profondes conséquences, non seulement sur la réputation du philosophe, mais aussi sur la manière dont ses œuvres ont été comprises et transmises au fil du temps. L'appropriation de ses pensées par le régime nazi a créé une association indélébile entre Nietzsche et le nazisme, une connexion qui persiste dans certains milieux jusqu'à aujourd'hui. Cela a conduit à une confusion généralisée sur sa philosophie, amenant beaucoup à le considérer à tort comme un précurseur idéologique du nazisme. Un professeur de philosophie m'a un jour dit « Nietzsche a été condamné à être interprété à travers le filtre de sa sœur et des nazis. Comment quelqu'un qui n'a jamais lu un livre peut-il en être le plus grand prophète ?» Cette remarque reflète l'injustice faite à la pensée de Nietzsche et la nécessité d'une réévaluation critique de ses œuvres. L'action d'Elisabeth Förster-Nietzsche a été particulièrement néfaste. En manipulant et en éditant les textes de son frère, elle a non seulement influencé l'interprétation de ses idées, mais elle a également compromis l'intégrité académique de ses œuvres. La publication de La volonté de puissance, par exemple, comme un texte faisant autorité, a contribué à la vision erronée selon laquelle Nietzsche prônait une philosophie de domination et de pouvoir. En réalité, de nombreux fragments rassemblés par Elisabeth ont été écrits sans l'intention de former un ensemble cohérent ou un manifeste idéologique. Les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ont été marquées par un effort important pour corriger ces distorsions. Les universitaires et les philosophes se sont consacrés à séparer la véritable pensée de Nietzsche des altérations et manipulations faites par sa sœur et d'autres. Ce travail incluait l'analyse critique des manuscrits originaux, des lettres et des notes de Nietzsche, afin de reconstruire le véritable contexte de ses idées.
Ces efforts ont abouti à la publication d'éditions critiques des œuvres de Nietzsche, cherchant à éliminer les distorsions et à présenter ses idées de la manière la plus fidèle possible. Bien que ces travaux aient considérablement aidé à la juste compréhension des philosophies de Nietzsche, la tâche de renverser complètement les dommages causés par les interprétations erronées reste un défi continu. L'image publique de Nietzsche porte encore le poids des associations faites pendant la période nazie. Au-delà de l'impact académique et philosophique, les distorsions des idées de Nietzsche ont eu des conséquences culturelles. L'image de Nietzsche en tant que philosophe dangereux ou penseur lié à des idéologies extrêmes a affecté la réception de son œuvre dans divers contextes, notamment dans l'enseignement académique, la littérature et la pensée populaire. Cette perception faussée a créé une barrière pour beaucoup qui auraient pu bénéficier de son esprit critique et novateur. Au fil des années, le travail de restauration et de réinterprétation des œuvres de Nietzsche reste une tâche essentielle. Il nous enseigne l'importance d'une lecture critique et contextualisée des œuvres philosophiques, surtout à une époque où la manipulation des idées peut avoir des conséquences aussi vastes et durables. La véritable philosophie de Nietzsche, qui défie les conventions et promeut l'autodépassement, mérite d'être comprise selon ses propres termes, libérée des distorsions historiques et politiques. La manipulation des œuvres de Nietzsche. Par sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, et l'appropriation de ses idées par le régime nazi sont des exemples clairs de la façon dont la pensée philosophique peut être déformée pour servir des agendas spécifiques. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de rechercher la vérité et de comprendre le contexte original des idées. Nietzsche, dans son essence, était un critique féroce de la morale conventionnelle et des normes sociales de son époque. Il défiait les gens à penser par eux-mêmes, à remettre en question les croyances établies et à chercher l'autodépassement. Son concept de Übermensch était une métaphore pour le potentiel humain de transcender ses limites, et non une justification de la supériorité raciale. En reconnaissant ces nuances, nous pouvons voir que la philosophie de Nietzsche est une critique des systèmes de pouvoir et un appel à la liberté individuelle. Alors, comment pouvons-nous nous protéger des interprétations biaisées aujourd'hui? Et si, au lieu d'accepter passivement ce qui est dit sur des penseurs comme Nietzsche, nous nous engagions activement avec leurs œuvres? Nous devons lire ces livres, explorer ces idées et tirer nos propres conclusions. La philosophie, après tout, est un outil pour questionner et comprendre le monde, et non une arme pour diviser et conquérir. Comme Nietzsche l'a dit, « Deviens qui tu es ». C'est un appel à découvrir et à suivre notre propre vérité, libre de toute distorsion. Avec cela en tête, je vous encourage à explorer davantage la vie et les œuvres de Nietzsche. Je laisserai 2 autres vidéos ici sur l'écran qui abordent des sujets liés à Nietzsche et à sa génialité. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.